Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à l'Association de la recherche qualitative. Je suis très contente d'être avec vous. Pour moi, l'Association de la recherche qualitative est très chère à mon cœur. La preuve, c'est que c'est la première fois que je participe au congrès de l'ACFAS. Pas en tant qu'étudiante ni en tant que professeure. Donc, je suis vraiment venue ici parce que ça m'intéressait, parce que je voulais partager ces moments d'échange avec vous. Donc, j'ai une formation en psychologie, plus spécifiquement en psychologie du travail des organisations. Mais je travaille en ce moment comme professionnelle de recherche dans un incubateur universitaire en entrepreneuriat. Je m'intéresse beaucoup à la multidisciplinarité aussi. Mais ce dont je viens vous parler aujourd'hui, en fait, c'est plus de mon expérience en psychologie par rapport à l'enseignement de la recherche qualitative au doctorat. Entre les conventions dont on vient tout juste de parler et comment est-ce qu'on est en mesure de générer du sens dans ces expériences-là. La posture que je vais adopter aujourd'hui, en fait, c'est vraiment dans une démarche réflexive, démarche d'amélioration continue de l'expérience que j'ai vécue. C'est un cours de recherche qualitative au doctorat en psychologie à l'Université de Sherbrooke entre 2016 et 2020, durant 5 ans. Avec 2 cohortes. Donc, une cohorte au campus de Longueuil pour le cheminement en psychologie enfance et adolescence et une autre cohorte qui regroupait les étudiants en psychologie du travail des organisations et les étudiants en psychologie clinique. Donc, c'est vraiment 8 cohortes au total, en fait, à qui j'ai enseigné la recherche qualitative au doctorat. Au même moment où j'étais aussi étudiante au doctorat. Donc, c'est un peu particulier, en fait, mais j'ai eu la chance d'enseigner ce cours-là quand j'étais en 3e année de doctorat, aux premières années, donc presque à des collègues. Et j'ai continué à faire ça là, pendant 5 ans. Donc, à la manière d'un récit pratique, je vous dirais aussi, je vais le nommer d'emblée, mais c'est une expérience qui a été significative pour moi aussi parce que ça m'a permis de découvrir en fait à quel point j'aimais l'enseignement. Ce cours-là que j'ai porté, en fait, il a changé de format aujourd'hui. Je vous en glisserai un mot à la fin de la présentation, mais ça me permettait aussi de venir boucler la boucle avec vous, en fait, parce que pour moi, la meilleure façon de boucler cette boucle-là, c'était de pouvoir en tirer des apprentissages qui soient utiles pour d'autres personnes aussi. Donc, je vais m'appuyer sur mon expérience, mais j'ai aussi, dès la première session, je tenais un journal de bord parce qu'étant donné que j'étais étudiante, en plus, c'était tout nouveau pour moi. Je suis beaucoup, beaucoup dans la réflexivité, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, j'ai tenu dès 2016 un journal de bord. Je faisais des groupes de discussion avec les personnes étudiantes aussi à la fin de chacune des sessions pour voir, au-delà des questionnaires officiels d'évaluation des enseignements, qu'est-ce que les étudiants avaient appris, qu'est-ce qu'ils retenaient, comment est-ce que je pouvais améliorer ce cours-là. Je faisais faire des questionnaires aussi, je vous en reparlerai davantage, mais pour vous donner un peu une idée des données sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui. Puis mon but, ça va être de vous présenter des stratégies pédagogiques assez concrètes aussi que j'ai utilisées et qui ont fait du sens pour moi, mais qui ont fait du sens aussi pour les personnes étudiantes et que j'ai été validée avec ces différents outils-là. Donc, quand on parle du doctorat en psychologie, en fait, les premières conventions, c'est des conventions institutionnalisées parce que c'est un doctorat qui est professionnalisant, parce que ça doit mener là, à pouvoir être membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, il faut absolument un doctorat maintenant depuis 2006 pour être capable d'être psychologue. On a 3 types de doctorats. Un doctorat professionnel, le DPS, un doctorat en recherche uniquement, donc qui ne mène pas à la profession, un PhD. Et on a aussi un PhD en recherche et intervention, donc qui est un peu plus exigeant au niveau de la recherche que certains cours de plus, mais qui permet aussi d'être psychologue. Donc, c'est le programme que j'ai fait, en fait.
Et dans ce contexte professionnalisant-là, en fait, la recherche fait partie des compétences attendues de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, peu importe que les personnes étudiantes aient des aspirations en recherche, peu importe qu'elles veulent faire ça dans la vie après, elles doivent absolument passer par le processus, soit de faire un mémoire ou un essai doctoral ou une thèse dans le cas du PhD en recherche et intervention. Et la volonté derrière ça, en fait, c'est que les psychologues puissent toujours se renouveler dans leur pratique, puissent consulter les écrits, en tirer des conclusions, parce que la psychologie, mais c'est une science assez récente, donc il faut toujours continuer à pouvoir s'ajuster là, à partir des données probantes. Mais ce que ça fait aussi, c'est que les étudiants n'ont pas toujours de la motivation à faire la recherche parce qu'ils n'ont pas le choix de la faire. C'est quelque chose qui est obligatoire pour être psychologue, ça fait partie du processus. Donc, déjà d'emblée, il peut y avoir un défi au niveau de la motivation, de l'engagement. Donc, comment on permet à ces personnes-là de trouver un sens dans la formation en recherche? Et l'autre convention aussi qui est ici plus implicite, mais qui est quand même documentée, c'est qu'il y a une forte orientation quantitative. Donc, même les étudiants qui s'intéressent à la recherche, souvent s'intéressent très peu à la recherche qualitative ou du moins n'ont pas été formés à ça. Parce que c'est très rare qu'au baccalauréat en psychologie, il y ait une formation. Il y en a une à Sherbrooke maintenant. Donc, je suis fière parce que c'est quelque chose qu'on a créé suite aux demandes des étudiants aussi. Mais c'est quelque chose qui est assez rare. Donc, une forte orientation quantitative post-positiviste, ça va faire des liens avec certaines présentations d'hier aussi. Une recherche d'objectivité, de neutralité, et c'est ça, très peu de formation, même au doctorat. Donc, j'ai des collègues dans d'autres universités qui n'ont pas été formés à la recherche qualitative parce que ce n'est pas ça qu'ils utilisaient dans leur propre recherche. Donc, tout un défi à ce niveau-là. Et on peut penser que les psychologues qui sont formés, s'ils n'ont pas été formés à la recherche qualitative, s'ils deviennent professeurs d'université ensuite, ils risquent de ne pas accompagner d'autres étudiants à la recherche qualitative non plus. Donc, ça fait une espèce de cercle de cette façon-là. Et en lien avec ça, il y a aussi un contexte de performance en psychologie. On sait qu'il y a peu de personnes qui se rendent au doctorat, donc ils ont été habitués à avoir les bonnes réponses, à chercher des réponses qui sont universelles. Donc, on arrive en recherche qualitative avec un contexte rempli d'ambiguïté, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses, où il y en a plusieurs. Donc, c'est un changement de paradigme complètement. Donc, comment les accompagner et les rassurer aussi dans ce processus-là. Et les questions que je me suis posées peut-être implicitement et que je me pose encore aujourd'hui, auxquelles je veux répondre avec vous, c'est comment tenir compte à la fois du contexte professionnalisant, donc ils n'arrivent pas nécessairement avec un désir de faire la recherche, favoriser leur engagement, la motivation, mais aussi les ouvrir à d'autres possibles, donc à d'autres choses que ce qu'ils connaissent déjà. Et comment est-ce qu'on peut générer du sens là, à travers ce processus-là. Donc, différentes stratégies, je vous les présente en vrac. J'en ai choisi quelques-unes, mais pour moi, c'est celle qui revenait aussi dans les commentaires des personnes étudiantes à la fin. La première chose, c'est que j'ai essayé de m'appuyer sur les référents existants. Donc, le gros avantage que j'avais, étant donné que j'étais moi-même en psychologie, parce qu'on avait souvent là, des chargés de cours des professeurs d'autres domaines qui arrivaient pour former. Ce n'était pas le cours le plus populaire. C'est pour ça que j'ai eu la chance de l'enseigner aussi. Mais je pouvais partir déjà de ce que les étudiants connaissaient. Donc, dans ce cas-ci, le schéma que vous voyez à l'écran, en fait, c'est que j'ai tenté de faire une différence entre des données quantitatives et qualitatives et l'analyse qualitative, quantitative. Que moi, ce sur quoi j'allais me concentrer avec elle, en fait, c'était sur l'analyse qualitative des données qualitatives. Mais au fond, quand les étudiants interprètent des résultats quantitatifs, c'est un peu comme s'ils faisaient de l'analyse qualitative, mais de données quantitatives. Donc, c'est un schéma qui a fait beaucoup de sens, en fait, pour les étudiants, qui a aidé à faire OK. Et le but n'était pas d'opposer non plus la recherche quantitative qualitative. Pour moi, les deux ont autant d'importance, autant de pertinence, tant qu'ils permettent de répondre aux objectifs qu'on poursuit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir que si nos objectifs sont mieux répondus par la recherche qualitative,
d'avoir envie d'y aller quand même là, dans le cadre de leur projet. Et une des premières activités que je faisais, ayant en tête ces informations et ce contexte-là, c'est que je leur demandais, pour vous, c'est quoi le lien entre la recherche qualitative et votre pratique professionnelle? Parce que la psychologie, ça reste une pratique qui est humaine, en fait, dans laquelle on est en relation, et la recherche qualitative, c'est un peu ça aussi. Donc, je les faisais réfléchir en équipe. Ensuite, ils allaient mettre ça au tableau. Je prenais une photo, je mettais ça sur notre plateforme Moodle dans laquelle on partageait les différentes ressources. Et à la blague, je disais, mais si pendant la session, vous trouvez ça difficile et vous ne vous rappelez plus pourquoi vous êtes ici, mais retournez voir ce que vous avez écrit, ce que vous avez partagé à ce moment-là. Donc, ça permettait de voir, par exemple, les entrevues de groupe, l'animation de groupe, les entrevues individuelles, toute la question de la subjectivité, de tenir compte de la complexité. Donc, différents éléments là, qui ressortaient année après année et qui je crois, en fait, aidaient là, à générer du sens à travers ce parcours-là pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, en fait, même s'ils ne veulent pas faire de recherche ou même s'ils ne veulent pas faire de recherche qualitative dans leur mémoire. Un défi que j'avais, étant donné le contexte professionnalisant aussi, c'est qu'on peut rentrer assez vite dans la technique de comment faire le processus, mais pour moi, c'est important qu'on se questionne aussi sur les fondements même de la recherche. Donc, dans l'enseignement des postures épistémologiques, ce n'était pas le sujet le plus populaire non plus. Donc, la façon dont je le faisais, j'essayais d'amener le plus d'exemples possibles. Mais je nommais aussi qu'il allait avoir ce bout-là qui allait être un peu plus théorique et avec une approche assez pragmatique aussi de mais c'est quoi l'utilité? Pourquoi est-ce qu'on se questionnerait sur les fondements épistémologiques de la recherche? À quoi ça peut servir de façon très, très concrète là, au-delà des fondements philosophiques. Et ce que je faisais faire pour rendre ça un petit peu plus ludique et les récompenser d'avoir investi de l'énergie dans cette portion de cours-là. Je faisais un jeu pédagogique, en fait. Donc, ce que vous voyez à l'écran, le petit toutou, c'est comme un totem. En fait, je les faisais placer en ligne devant moi. J'avais des cartons avec des énoncés qui représentaient les postures épistémologiques que je lisais et les personnes étaient en compétition amicale. Donc, la première personne qui prenait le totem avait le droit de parole, pouvait dire à quelle posture épistémologique ça référait. Sinon, je le donnais à une autre personne. Et ça faisait ressortir un peu le côté compétitif de certaines personnes, mais ça rendait ça beaucoup plus ludique. Mais au-delà du fait que c'est ludique, mais ça leur permettait aussi, parce qu'on faisait ça pendant une bonne demi-heure, de comprendre. Là, ça venait beaucoup plus vite à la fin du jeu pédagogique. Donc, une activité toute simple, mais qui a assez bien fonctionné là, avec mes groupes, même s'il y avait certaines personnes qui étaient un peu plus gênées, mais qui finissaient par embarquer aussi en disant que le but, c'était d'apprendre ensemble, en fait, à travers ce processus-là. L'autre chose qui est assez majeure, en fait, là, dans le processus d'apprentissage, c'est de faire un projet de recherche qualitative. Donc, il y avait vraiment à faire un projet de A à Z en équipe de 4 sur un sujet qui les intéressait. Donc, il n'y avait vraiment pas de limite de sujet. Ça pouvait être les relations amoureuses, ça pouvait être l'environnement, ça pouvait être toutes sortes de choses tant qu'ils pouvaient faire des entrevues là, dans le cadre de ce projet-là. Ça faisait en sorte qu'ils apprenaient à tolérer l'ambiguïté ensemble parce qu'ils s'entraidaient en équipe. C'est un projet qu'ils avaient choisi, donc la motivation était quand même plus là. Et ça me permettait, moi, de répondre aux besoins ou aux questionnements au moment où ils se passaient dans un projet très concret qui les suivait tout au long de la session. Mais ce projet-là demandait quand même un investissement assez important là, parce qu'il définissait la problématique, collectait des données, allait jusqu'à l'analyse et la diffusion des résultats. Et les contraintes qu'on avait, mais c'est 45 heures de classe pour répondre aux balises de l'OPQ, de l'Ordre des psychologues. Ils faisaient des stages en même temps aussi, donc ils ne pouvaient pas juste investir dans ce projet-là. Et malgré le fait que c'était le projet le plus prenant dans cette formation-là,
Mais je n'avais pas le droit, moi, de leur accorder plus de 50% de leurs notes pour leur travail en équipe. Donc, je devais aussi leur faire des évaluations individuelles. Mais si je plaçais l'équilibre de à quel point ils s'étaient investis dans le projet, mais ils auraient mérité beaucoup plus que 50% de leurs notes pour ce projet-là dans lequel ils s'étaient investis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la session, systématiquement, c'est quelque chose qui disait bien, il faut le maintenir. Même si c'est exigeant, même si c'est difficile, même si on a trouvé que la charge de travail était quand même élevée, c'est ça qui leur permet d'apprendre le plus et de vivre cette expérience-là de la recherche. Mais ça reste que c'est quand même un projet exigeant. D'autres choses que je leur faisais faire, que je passe un peu plus rapidement, mais qui permettaient de voir aussi leurs acquis, tout dans l'idée de les sortir de leur zone de confort. Pour moi, la recherche qualitative, c'est un peu ça aussi, surtout dans le contexte que je vous ai décrit. Pour la cohorte ici, plus à Longueuil, je prenais un temps là, pour leur faire imaginer en fait un projet de recherche partenariale. Donc, je les initiais un petit peu à ça aussi, mais en utilisant le dessin. Donc, je voulais vraiment qu'ils sortent là, de leur réflexe habituel. Mais je n'aurais pas été capable de faire ça en début de session. C'était vraiment à la fin de la session là, que là, on explorait ces choses-là. Une autre activité que je faisais faire aussi à la fin, c'était de critiquer un article en recherche qualitative, un article que j'avais identifié comme étant plus faible au niveau de la scientificité que je les amenais tranquillement à voir qu'est-ce qu'ils voyaient comme force, qu'est-ce qu'ils voyaient comme limite à cet écrit-là. Pour les amener tranquillement aussi à, comment je dirais ça, à voir que ce n'est pas parce qu'un article est publié que c'est nécessairement un très bon article non plus. Et tout dépendamment sur quels critères on se base, c'est quoi les critères de qualité, c'est quoi la formation des personnes qui vont évaluer les articles aussi. Il peut y avoir de mauvais articles qui sont publiés, comme il peut y avoir de très bons articles qui ne sont pas publiés aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'à la fin de la session, il y avait toujours une personne qui disait « Oui, mais là, avec tout ce qu'on vient de dire, pourquoi cet article-là a été publié? » Donc, pour moi, c'était le signe qu'ils avaient bien intégré aussi leurs apprentissages parce qu'ils étaient capables de porter un regard critique. Et c'est ça qu'on voulait, en fait, pour la pratique, au-delà de leurs compétences à faire la recherche elle-même. Et ce que je faisais aussi à la fin au début et à la fin de la session, en fait, là, donc ce que je voulais voir, c'était à quel point ils se développaient, c'était quoi les apprentissages qu'ils faisaient à travers la session aussi. Donc, une petite activité que je faisais à la première séance, je leur faisais écrire au début sur une feuille, plus tard m'envoyer par courriel, éviter du papier. Mais je leur faisais faire une réflexion sur qu'est-ce qu'ils savent de la recherche qualitative, qu'est-ce qu'ils en comprennent, sans qu'on ait vu de contenu, sans qu'on ait commencé le cours. Donc, vraiment, d'emblée, c'est quoi leur idée de la recherche qualitative? Est-ce qu'elles ont une expérience antérieure en recherche qualitative et c'est quoi leurs attentes par rapport au cours? Donc, moi, ça faisait en sorte que j'étais capable de m'ajuster en fonction de ce que les étudiants connaissaient et aussi aller chercher les personnes qui avaient plus d'expérience pour que puissent en faire bénéficier le groupe. Et je ramassais cette feuille-là et je redonnais au dernier cours. Avant de faire un petit questionnaire sur c'est quoi les apprentissages qu'ils ont fait, à quel point ils se sentent efficaces ou outillés à réaliser certaines tâches liées à la recherche qualitative et faire une évaluation là, plus au niveau du déroulement du cours. Ce que ça leur permettait de voir, mais des fois, ils ne se souvenaient plus de ce qu'ils avaient dit au premier cours. Ils ne se souvenaient plus de c'était quoi leur conception de la recherche qualitative à ce moment-là. Donc, ça permettait de revoir, en fait, là, de se replacer dans cette position-là qu'il y avait au début de la session. Avant de remplir le questionnaire. Et l'idée du questionnaire, c'était pour les faire réfléchir avant de faire un groupe discussion. Donc, on s'assoyait en groupe, en cercle, à la fin du cours et on avait 2 discussions, une première sur leurs apprentissages et une deuxième plus sur l'évaluation du cours lui-même. Donc, comment est-ce que je pouvais bonifier les modalités d'évaluation, le déroulement, qu'est-ce qu'on devait garder, qu'est-ce qui pourrait être différent. Et ça m'a amené à faire différents ajustements là,
par rapport à ça. Puis je trouvais que c'était plus précis aussi. Je pouvais leur poser des questions pour approfondir leur compréhension. Ce que ça a permis de faire, ces bilans-là, en fait, c'est de valider certaines choses, mais aussi d'apporter des changements en cours. Donc, un exemple de ça, c'est que à la fin de la première session, les étudiants disaient « Ah, mais c'est le fun, on a fait des projets qui nous intéressaient, mais on ne sait pas sur quoi les autres ont travaillé. » Et comme on faisait de l'analyse thématique, ils ont dit, mais est-ce qu'on pourrait faire un jardin thématique? Donc, comme le jardin là, pour représenter leurs arbres thématiques qu'ils faisaient dans le cadre de ce processus d'analyse-là. Roxane, Oui, on est à 20 minutes. Hein. c'est parfait. Merci. Donc, on a fait un jardin thématique après, puis le nom est resté aussi pour les sessions et les cohortes suivantes. Donc, ça aurait été l'héritage de la première cohorte pour partager, mais aussi célébrer là, le travail qu'ils avaient réalisé tout au long de la session. Et parmi les différents commentaires qui ressortaient systématiquement à chaque fois que je faisais le groupe de discussion, le premier, c'est la recherche qualitative, ça peut être rigoureux. Donc, pour eux, ça a vraiment changé la conception même qu'il y avait de la recherche qualitative pour la plupart des personnes. Oui, il y a des critères, oui, c'est pas si simple que ça, mais il y a des façons de le faire de manière systématique, tout en laissant la flexibilité, la subjectivité, l'humain là-dedans, mais c'est possible de faire ça de manière rigoureuse pour en ressortir des connaissances scientifiques. Toute la question du rapport au savoir aussi, donc pour la plupart, c'était jamais questionné là-dessus avant. Et j'ai une personne en tête là, que je me souviens encore où est-ce qu'elle était assise, comment qu'elle a nommé. Elle a dit, mais comment ça se fait que dans notre formation en psychologie, on ne s'est jamais questionné sur comment on construit les savoirs, comment on considère que quelque chose est scientifiquement valide. Donc, et ça pour moi, mais ça nomme un peu l'importance de ne pas être rentré trop rapidement dans la technique et d'avoir pris le temps d'aborder ces éléments-là. La pertinence du projet, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, ça m'a permis d'identifier certains éléments. Par exemple, au niveau de la critique des écrits, première session, c'était quelque chose qui ne se sentait pas tout à fait à l'aise. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré l'activité dont je vous ai parlé aussi. Voilà, donc quoi en retenir? Bien, pour moi, d'avoir adopté une approche assez pragmatique tout en ne négligeant pas les fondements de la recherche qualitative, ça va avoir été un appui important, surtout dans un contexte professionnalisant. Donc, toujours rappeler, c'est quoi le what's in it for them? Désolée, je l'ai juste en anglais, mais c'est quoi le sens pour elles de la formation, de chacune des activités qu'on faisait aussi? Donc, où est-ce que je voulais les amener? Qu'est-ce qui allait en retirer? Et cette posture pragmatique-là, on en parle de plus en plus dans les recherches mixtes aussi parce que ça nous aide à sortir du débat recherche quantitative, recherche qualitative. Donc, c'est quoi les meilleures méthodes pour répondre à nos objectifs de recherche? Et ce n'est pas parce que je suis une grande amoureuse de la recherche qualitative que je voudrais que tout le monde fasse ces méthodes-là non plus, si ce n'est pas ça qui leur permet de répondre à leurs objectifs. Et la dernière chose, c'est solliciter les ressources des personnes étudiantes. Parce que moi, je peux bien leur dire c'est quoi le sens de la formation, mais si c'est elles qui le découvrent par elles-mêmes, c'est elles qui le partagent, mais ça va avoir beaucoup plus de force parce que la génération de sens ou le sense-making, mais c'est un processus de construction sociale aussi. Rapidement, là, je fais ça en 30 secondes ici, mais le cours a changé suite à une évaluation du programme. Maintenant, on a un cours de méthode de recherche quantitative, qualitative, mixte, peu importe, qui sert au projet de recherche. Donc, je parle ici vraiment du projet de mémoire et de thèse. Donc, c'est une façon de faire qui va plutôt les accompagner en fait dans le processus qui suit. Donc, un premier cours sur le projet et un deuxième cours sur l'analyse, l'interprétation et où est-ce qu'on valorise beaucoup l'accompagnement par les pairs, mais le soutien de leur projet concret. Et pour moi, les forces que je vois à ça, c'est au niveau de l'engagement, la motivation. Ça leur permet d'avancer leur doctorat de façon très, très concrète. Je pense que ça va être aidant. Puis je dis ça va parce que c'est quelque chose qu'on est en cours d'implantation en ce moment.
On veut valoriser aussi le développement de l'autonomie par le soutien par les pairs et sensibiliser quand même à ce que les autres collègues vivent avec leur méthode. Donc, c'est sûr qu'ils ne vivront pas aussi le processus de recherche qualitative si on choisit de faire leur thèse ou leur mémoire en recherche quantitative, mais il va y avoir quand même un certain partage. Mais c'est sûr que ça soulève aussi des questions de jusqu'où ils vont comprendre de la même façon qu'ils faisaient que quand ils faisaient vraiment l'expérience de la recherche qualitative. Là-dessus, seul l'avenir nous le dira, mais en termes d'engagement et de motivation, je pense qu'il y a plusieurs choses que je vous ai présentées aujourd'hui qui tiennent la route aussi là, à travers ces nouveaux processus-là. Donc, on boucle une boucle, mais pour en partir une prochaine. Qui sait, peut-être dans quelques années, je viendrai vous parler de qu'est-ce que ça a donné et ça a généré là, au niveau de la formation. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage d'écran.